Dans cette dernière capsule sur la logique du premier ordre, on va voir quelques derniers concepts qui sont importants là, en logique du premier ordre. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, ce que j'ai décrit, c'est le principe général de la preuve par résolution, sans nécessairement élaborer sur comment est-ce qu'on implémenterait une automatisation de la preuve par résolution. En fait, on peut imaginer qu'on pourrait résoudre ce problème-là à l'aide de la recherche heuristique, par exemple, où en fait, notre fonction but, ça correspondrait à atteindre un état qui contient une clause vide. Dans ce cas-ci, notre état, en fait, l'état initial, ça consisterait à notre base de connaissances. Et puis, l'application de la règle de résolution qui permet d'ajouter des formules à notre base de connaissances, ça correspondrait à faire une transition. Et là, on essaierait d'atteindre un but qui consiste à atteindre un état qui contient la clause vide. Et notre fonction de transition, en fait, ça pourrait correspondre à toutes les applications possibles de la règle de résolution à un état donné. Et donc, on n'arriverait pas à démontrer quelque chose si, en fait, après avoir exploré tout le graphe, on n'arrivait pas à trouver un état qui atteint la fonction but. Donc, on pourrait imaginer une façon de résoudre le problème ou automatiser la preuve par résolution avec de la recherche heuristique, la recherche dans un graphe. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Par contre, vous pouvez aller voir la section 9.5.6 dans le livre de Russell et Norvig pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Quelques applications de l'automatisation de la logique de premier ordre. On peut faire de la vérification de logiciels informatiques. Donc, dans ce cas-ci, la base de connaissances, ça va contenir toute l'information sur les effets de chaque instruction dans le programme, puis leurs conditions pour être exécutées. Et le genre de question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'on peut arriver à un état du programme qui correspond à un bug quelconque ou à un problème de sécurité? Et donc, une fois qu'on a formulé tous les effets de chaque instruction de notre programme avec ses conditions d'exécution dans notre base de connaissances, on peut formuler le problème de trouver un bug essentiellement, un problème peut-être de sécurité par rapport à notre programme, comme une requête en logique de premier ordre. On peut même tenter de faire de la synthèse de logiciels, c'est-à-dire qu'on formulerait une question du genre est-ce qu'il existe un programme qui permettrait de satisfaire une certaine spécification. L'application la plus répandue de la logique de premier ordre, c'est cependant probablement les systèmes experts, où on a un expert qui va mettre, dans le fond, toutes ses connaissances, son expertise sous une forme logique. Donc ça va être vraiment la base de connaissances. Et là, on pourrait faire, entre autres, du diagnostic médical, ou étant donné les symptômes d'un patient, on pourrait essayer de déterminer quelle est la maladie derrière ces symptômes, puis quel est le traitement le plus approprié. Et donc, on aurait une formulation sous forme de logique de premier ordre de toutes ces connaissances-là, puis on pourrait faire des requêtes et simuler finalement le raisonnement d'un expert par rapport à son expertise. Et on peut même faire des preuves de théorèmes mathématiques automatisés. Je vous invite à regarder dans le livre où on discute un peu de quel type de théorèmes ont déjà été démontrés comme ça, mais c'est quelque chose là, qui est possible de faire lorsqu'on automatise le raisonnement logique avec la logique de premier ordre. Et d'ailleurs aussi dans le livre, on va parler justement pour certains théorèmes mathématiques, on a besoin d'autres types de logiques. Il y a des logiques un peu plus complexes que la logique de premier ordre, donc c'est des choses qui sont discutées dans le livre. En logique du premier ordre, on inclut normalement la notion d'égalité, qu'on dénote là, avec le symbole égal. C'est en fait une notion dont on n'a pas parlé dans les capsules précédentes. Mais une façon de gérer l'égalité dans le contexte qu'on a vu jusqu'à maintenant, avec notre définition de la syntaxe de la logique du premier ordre, c'est en fait d'ajouter plusieurs formules qui décriraient l'égalité. Donc, qui représenteraient entre autres les propriétés de symétrie, transitivité de l'égalité. Et à ce moment-là, en ajoutant ces formules-là, on va être en mesure de gérer la notion d'égalité entre différentes constantes qui pourraient référer au même objet et appliquer la preuve par résolution qu'on a vue dans les capsules précédentes. Il existe d'autres façons de gérer l'égalité, puis pour ça, je vous invite à regarder la section 9.5.5 du livre de Russell et Norvig. Et en fait, en pratique, dans des systèmes de
automatisée de logique, souvent, en fait, on évite d'avoir à gérer l'égalité en faisant la supposition des noms uniques, ou en anglais, Unique Names Assumption. Cette supposition-là, en fait, elle dicte que deux constantes qui ont un symbole différent correspondent nécessairement à des entités différentes. Donc, en d'autres mots, intuitivement, ça veut dire qu'on ne désignera jamais la même personne ou le même objet sous deux noms ou deux symboles différents. Donc, dans ce cas-ci, ça implique qu'on n'a pas vraiment à gérer l'égalité entre des termes qui sont différents. Une autre supposition qui est parfois faite, en fait, en logique du premier ordre, on suppose qu'on appelle la supposition domaine ouvert. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite connue sur l'ensemble des objets qui sont modélisés là, dans notre base de connaissances. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on ne peut pas remplacer la quantification universelle, comme ici, le pour tout x. On ne pourrait pas remplacer l'utilisation de la quantification universelle par une conjonction très longue où, dans cet exemple-ci, pour tout x, personne x implique mortel x. On ne pourrait pas la remplacer par une liste de formules. On aurait personne x implique mortel x pour toutes les valeurs possibles de x. Et la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est qu'il n'y a pas de limite sur l'ensemble des termes, des constantes auxquelles pourrait faire référence x ici. Donc ça, c'est la supposition du domaine ouvert. Et il y a certains logiciels de raisonnement logique qui vont justement faire plutôt une supposition de domaine fermé. Donc dans ce cas-ci, il faut explicitement dire c'est quoi l'ensemble des objets de mon monde que je modélise avec la logique de premier ordre. Et dans ce cas-ci, on pourrait donc utiliser une longue conjonction exhaustive qui implique tous les objets ça serait une autre façon, en fait, de modéliser ou d'ajouter des connaissances impliquant une quantification universelle, mais de façon explicite. Ce serait possible de faire ça dans un domaine fermé. Et on peut faire le même raisonnement pour la quantification existentielle. Un autre concept important en logique, et c'est une supposition qui est faite de base en logique du premier ordre, c'est ce qu'on appelle la supposition d'un monde ouvert. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si j'ai un prédicat P de x qui ne fait pas partie de ma base de connaissances, ma base de formules, ben, ça n'implique pas nécessairement que son contraire, sa négation, va être vrai. Okay? Donc, si je n'ai pas mis une connaissance ou une formule comme explicitement vrai dans ma base de connaissances, ça ne veut pas dire que le contraire est vrai. Donc, ça ne veut pas dire que la négation est vraie. Par contre, il y a certains logiciels en raisonnement logique qui vont faire justement cette supposition-là. Donc là, on va parler d'un domaine fermé. C'est-à-dire que si on n'a pas mis explicitement quelque chose est vrai, bien, son contraire va être vrai. Donc, Prolog est un exemple, c'est un langage de programmation logique qui permet d'automatiser du raisonnement logique, qui fait justement ces trois suppositions-là dont on vient de parler, non unique, domaine fermé, puis monde fermé. Et en fait, ces trois suppositions-là sont assez communes et on fait référence à ces trois suppositions-là comme étant suppositions de la sémantique des bases de données. Donc, si dans de futures lectures sur la logique de premier ordre, vous voyez ces termes-là, vous saurez un peu plus à quoi ça correspond. Puis entre autres, c'est des concepts qui sont souvent utilisés dans le déploiement pratique là, de la logique de premier ordre quand on veut l'automatiser dans un système informatique. Finalement, une chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est que, en fait, dans ma base de connaissances initiale, donc au tout début, là, avant qu'on commence à essayer de démontrer quelque chose, sans l'avoir dit explicitement, on doit supposer qu'il n'y a aucune contradiction. Donc, par exemple, on n'a pas dans notre base de connaissances le prédicat P de x et sa négation. Parce que, effectivement, si on avait ça, bien, ça serait facile d'utiliser la règle de résolution pour arriver immédiatement à la clause vide pour n'importe quelle formule qu'on essaierait de prédire. Et en fait, le problème de dire si une conjonction de plusieurs clauses, dire si une conjonction de plusieurs clauses ne peut jamais être vraie, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement une contradiction, c'est un problème qui est connu en informatique comme étant le problème de la satisfiabilité. Donc,
de dire si on a une conjonction clause qui ne peut jamais être vraie, on va dire que c'est une conjonction clause qui n'est pas satisfaisable. Et le problème de répondre à cette question-là, c'est ce qu'on appelle le problème de la satisfiabilité. Et en fait, c'est un problème qui a été démontré comme étant un problème NP complet. Ce que ça veut dire NP complet, c'est qu'on ne connaît pas d'algorithme qui a une complexité polynomiale qui permet de répondre à ce problème-là. C'est en fait le problème de la satisfiabilité. C'est le premier problème qui a été démontré comme étant NP complet. Il y a une instance de ce problème-là, qui est le problème 3SAT, qui est très connu en informatique, puis que vous allez peut-être voir là, dans d'autres cours que vous allez suivre en informatique, et qui est le problème de déterminer si une conjonction de clauses de 3 littéraux, spécifiquement, donc avec la contrainte qu'on a 3 littéraux dans chaque clause dans ma conjonction. Donc, le problème de déterminer si une conjonction de clauses de 3 littéraux est satisfaisable. C'est un problème c'est le problème 3SAT, donc c'est une instance du problème de satisfiabilité. Là, je réalise ici qu'il y a une petite erreur ici. Donc, malheureusement, étant donné une base de connaissances qu'on élaborait soi-même, c'est un problème difficile de dire est-ce qu'il existe une contradiction ou pas. Donc, il faut faire bien attention lorsqu'on énumère notre base de connaissances dans une application pratique, de s'assurer de ne pas introduire des contradictions. Puis malheureusement, il n'existe pas un algorithme qui, dans tous les cas, de façon générale, va être efficace pour identifier ça. Donc, il faut faire preuve d'un peu de précaution là, dans l'élaboration d'une base de connaissances en logique du premier ordre.